Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à aimer quel que soit ce que l'on traverse. Comment savoir si mon mec me trompe? C'est une question que beaucoup se posent en silence. Le cœur un peu serré, elle surgit quand des gestes changent, quand les silences deviennent plus lourds, quand l'intention te souffle que quelque chose cloche. Cette question peut venir de manière anodine. Elle vient souvent d'un malaise plus profond, d'un déséquilibre dans la relation. Et s'il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives, il est tout à fait essentiel d'écouter ce que cette question veut réveiller chez toi. Parce que la tromperie, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas toujours un acte gratuit. Elle révèle souvent un mal-être relationnel. De nombreuses femmes partagent des expériences qui sont assez identiques, où le doute s'installe de manière insidieuse. Je prends par exemple l'exemple de Sophie, 35 ans, qui me dit « Mon compagnon a changé tous ses mots de passe, sans raison apparente. Il garde son téléphone constamment sur lui, il s'isole pour répondre à des messages. » Élise, 29 ans, qui dit que il rentre de plus en plus tard du travail, prétextant des réunions imprévues. Pourtant, il ne parlait jamais de telles obligations auparavant. Claire, 42 ans. Notre intimité a radicalement changé. Soit il évite tout contact, soit il devient soudainement plus passionné, comme pour compenser quelque chose. Nathalie, de 38 ans, elle dit « Il est devenu irritable, s'énerve pour des détails insignifiants. C'était pas comme ça avant. » Amandine, 31 ans, il a développé de nouveaux centres d'intérêt du jour au lendemain, intéressé par des choses qui ne l'intéressaient pas du tout, sans jamais m'en parler, ni m'inclure dans ces centres d'intérêt nouveaux. Les expériences que je viens de te partager reflètent quelques facettes de la réalité, mais avec des points communs. Le doute qui s'immisce souvent à travers des changements subtils mais significatifs. Tu entends bien que Amandine, Nathalie, Claire, Élise, Sophie ne savent pas si leur partenaire les a trompés. Elles ne savent pas s'il est dans une relation extra-conjugale. Elles présument. Quand on commence à douter de la fidélité de son partenaire, on est grandement tenté de chercher des preuves. Un message aperçu, un changement d'habitude, un détail qui cloche, comme l'ont fait les femmes que je viens de mentionner, et très vite, l'esprit s'emballe, on observe tout à la loupe, on imagine le pire, mais avant de plonger dans l'enquête intérieure, il est essentiel de faire une pause. Tous les signes ne sont pas des preuves. Tous les doutes ne disent pas qu'il me trompe. Ils disent peut-être simplement quelque chose a changé. Et ce changement, il mérite d'être regardé, non pas avec suspicion, mais avec lucidité, avec intérêt, en cherchant son vouloir dire. Dans ce podcast, on va explorer ensemble ces signes qui, quand on les met bout à bout, peuvent éveiller des soupçons, pas pour condamner, pas pour accuser, mais pour mieux comprendre ce que tu ressens et que, cela dit, tu puisses aussi accueillir ce que ça peut peut-être vouloir dire de l'état de ton lien relationnel. Avant de tirer des conclusions hâtives, je crois qu'il est vraiment essentiel d'observer attentivement certains comportements. Des changements dans la communication, des réponses évasives, un ton inhabituel, joyeux ou une réticence à engager des conversations profondes qui peuvent être des indicateurs. On peut aussi être attentif à l'utilisation du téléphone, un téléphone qui est constamment gardé sur soi, des mots de passe modifiés ou une nervosité lorsque vous êtes à proximité, qui peut éveiller un soupçon. L'absence ou des absences inexpliquées, donc des horaires de travail prolongés sans justification claire ou des sorties fréquentes sans inclure le partenaire, qui peuvent être aussi des signes préoccupants. Des changements dans la vie sexuelle, une baisse soudaine de la libido, ou bien, à l'inverse, une intensité inhabituelle, qui peuvent refléter un déséquilibre. Il peut y avoir aussi l'irritabilité qui est soudaine ou bien qui est accrue et plus importante qu'avant, avec des réactions disproportionnées à des remarques anodines, ou une tension constante, des éléments qui peuvent signaler aussi un malaise qui est là, latent, qui dort, qui est tapi. Et je crois qu'il est important de noter que ces signes sont pris isolément et ne prouvent rien pour l'instant. Ils peuvent être liés à d'autres facteurs, tels que du stress, de la fatigue, un burn-out, un ras-le-bol, des passages d'interrogation existentielle,
Donc ces récits, ces signes que j'ai partagés avec toi sont une réalité, et d'ailleurs ils ont une réalité en commun. C'est que le doute s'immisce souvent à travers des changements subtils, même si on leur donne du sens. Ils peuvent être significatifs, mais peut-être qu'ils peuvent être significatifs que pour la personne qui les lit et qui décide de donner du sens, là où peut-être le sens serait complètement différent. Je voudrais qu'on comprenne ensemble l'infidélité au-delà du choc de découvrir que ton partenaire est peut-être intéressé par quelqu'un d'autre ou déjà engagé dans une autre relation parallèle. Alors voilà, tu soupçonnes qu'il te trompe. Et si c'est le cas, tu as peut-être déjà traversé toutes les étapes de la spirale infernale, je dirais les 3 étapes que je te mentionne ici. La première, l'étape 1, c'est non, mais je me fais des films. Tu essaies de te raisonner en disant c'est pas possible, c'est inimaginable, c'est pas pensable, ça peut pas arriver dans ton couple. Deuxième étape de cette spirale infernale, ça pourrait être de te dire ou alors il est vraiment en train de me faire un coup à la double vie, quoi. Peut-être. Et la troisième étape, c'est que tu ouvres son ordi et tu dis non, c'est pas possible. Là, je vais chercher, je vais tomber dessus et enfin, tu tapes le mot de passe et je vais pas te dire ce qui se passe ensuite. Mais une question importante se pose ici. Si au lieu de traquer, on essayait de comprendre pourquoi certaines personnes trompent. Je sais qu'on a très envie de juger en disant c'est un salaud, c'est un connard, c'est un faiblard, c'est un machin. Et on fait ça généralement pas pour lui, pas pour son avantage, mais pour le nôtre. Et je voudrais qu'on prenne juste quelques minutes pour se dire, allez, je ne juge pas, je veux bien chercher à comprendre pourquoi certaines personnes trompent. Et il est possible que ton mec soit dans ce cas-là. Parce que, non, contrairement au scénario des comédies romantiques douteuses, il n'y a pas toujours une maîtresse planquée dans la penderie. Il n'y a pas un ticket de restaurant glissé dans une poche. L'infidélité n'est pas toujours une grande conspiration, quelque chose de préparé, un plat cuisiné, avec des entourloupes à répétition. Parfois, c'est juste un mal-être qui a trouvé une mauvaise sortie. Un mal-être qui a trouvé une mauvaise sortie. Je vais te donner quelques exemples pour que tu puisses peut-être visualiser ce mal-être qui a trouvé une mauvaise sortie. Prenons le mec qui s'échappe. L'exemple de Damien. Il est en couple depuis 10 ans, il aime toujours sa compagne, mais il a l'impression de ne plus exister, il se sent devenu le colocataire sympa qui sort les poubelles. Alors un jour, quand une collègue commence à le regarder comme s'il brillait dans le noir, il se sent revivre. Et paf, message privé, café prolongé. Et évidemment, c'est maladroit, c'est même blessant. Mais est-ce que Damien voulait faire du mal ? Non. Est-ce qu'il a bien géré ? Encore moins. Est-ce qu'il faut comprendre pourquoi il a cherché ailleurs ? Absolument. Ne pas le faire serait se méprendre. J'ai encore sur mon bureau l'entretien que j'ai eu avec Sandrine il y a quelques jours, mère et divorcée, séparée, qui me dit, un jour, paf, ça s'est passé. J'ai vu un mec qui m'a regardé d'une manière vraiment atypique. J'ai eu le sentiment d'exister. Il me trouvait belle. Je me voyais belle dans son regard. Et j'ai trompé mon mari. Elle n'avait pas de projet en se disant je vais calculer mon coût pour tromper mon mari. C'est, dans ce cas-là, on est sur le mec aujourd'hui. C'est le mec qui s'échappe. Le deuxième exemple, c'est l'homme en pleine crise de sens. Marc, il a tout pour être heureux. Expression que j'entends fréquemment d'ailleurs. On avait tout pour être heureux. Et puis, il est parti avec quelqu'un d'autre. Il a un job stable, il a une belle maison, il a 2 enfants, un chien, hypoallergénique, au passage. Mais voilà, un jour, entre 2 lessives et un séminaire en visio sur l'innovation durable, il réalise qu'il ne ressent plus rien. Le vide existentiel. Et ce vide s'installe. Il s'installe des jours, il s'installe des heures, il s'installe des semaines. Alors il se met à flirter, non pas parce qu'il est un salaud, mais parce qu'il a l'impression
de se retrouver. On ne se retrouve pas durablement dans les bras d'une inconnue. Mais ça, il le comprendra plus tard. Il est dans une expérience dans laquelle il se déteste et s'aime en même temps, parce qu'il a horreur de ce qu'il vit avec cet inconnu. Et en même temps, il a horreur de ce qu'il vit avec sa partenaire. Et dans les bras de cet inconnu, il a l'impression d'être dans la rencontre avec lui-même, alors que dans la vie de sa partenaire, il a l'impression d'être transparent, inexistant et sans valeur. On peut prendre le troisième exemple avec le joueur, le vrai. Oui, il existe aussi des gens qui trompent parce que ils peuvent. Ils aiment le frisson. Ils aiment la sensation, le pouvoir de séduire encore, de dominer la situation. C'est là que on trouve, je dirais, la population la plus rare, et bien plus rare qu'on le croit. Mais ils existent. Ils n'ont pas nécessairement de mal-être profond. Ils ont juste un déficit de maturité émotionnelle et souvent une incapacité chronique à gérer la frustration sans ouvrir Tinder. Voilà. Ils ont envie, il faut que ça aille. C'est, comme il pourrait dire, plus fort qu'eux. Je t'ai dressé 3 exemples. Le mec qui s'échappe, l'homme en pleine crise de sens, et le joueur, le vrai, celui qui aime tromper. Et j'insiste pour dire que cette 3e catégorie est beaucoup plus rare que les 2 précédentes. Ce qu'on peut retenir, c'est que tromper n'est pas toujours synonyme de vouloir blesser. C'est pas une déclaration de guerre, c'est souvent un cri. Et un cri qui vient de l'intérieur, qui dit « je me sens perdu, je me sens vide, je me sens éteint, je me sens inexistant, je me sens transparent, je me sens négligé, je ne me sens pas aimé ». Ça ne justifie rien, c'est vrai. Mais comprendre pourquoi ça arrive permet de sortir du rôle de la victime impuissante pour redevenir actrice de la suite. Et non, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça permet de ne pas se perdre dans une logique de chasse à la faute. On aime ça, la chasse à la faute. Et je voudrais que tu retiennes une phrase, et s'il y a juste une chose que tu peux retenir et qui a peut-être à s'installer en toi si tu te sens concerné par la situation d'un mec qui est intéressé par quelqu'un, peut-être en cours, ou qui l'a été, ou qui est sur le point de l'être, c'est que ce n'est pas toujours contre toi que ton mec est intéressé par quelqu'un d'autre. C'est parfois loin de lui. Ce n'est pas toujours contre toi. C'est parfois loin de lui. Et souviens-toi des 3 exemples que je t'ai donnés. À part le dernier exemple, il est même possible que dans certaines situations, ce ne soit pas contre toi. Si ton mec aime courir, tromper, c'est pour lui. Parce qu'il a le sentiment de se rapprocher de lui, d'être à la quête de lui. Et dans les 2 exemples précédents, ce n'est pas contre toi. C'est pour se chercher. Choisir la bienveillance est donc, pour moi, la posture la plus adaptée quand on a un mec qui va voir ailleurs. Un mec qui est intéressé pour aller voir ailleurs. Je ne suis pas en train de parler d'une bienveillance qui soit une sorte de naïveté. Quand on découvre ou qu'on soupçonne une infidélité, la première réaction est souvent instinctive. Un mélange d'orgueil blessé, de colère, de tristesse et parfois une envie irrépressible d'envoyer un message à je ne sais pas qui au cabinet marketing pour lui faire comprendre qu'elle s'est trompée de feuilleton et qu'elle est je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, j'ai même des personnes qui me disent « Mon mec est parti avec une nana, j'ai envie de la gifler. » Parce que, en fait, c'est à cause de la nana que ton mec est parti. Posons-nous une vraie question. Est-ce qu'on se sent vraiment mieux après avoir vidé son sac en criant, en cassant 2 assiettes, en postant une story passive, agressive, en essayant de diffamer la nana qui est partie avec ton mec ? Non. Enfin, pas longtemps en tout cas. Parce que derrière l'émotion, il y a un besoin profond. C'est de comprendre. C'est là que la bienveillance entre en jeu. Chercher à comprendre. Et on va tout de suite le dire clairement. Être bienveillant, ce n'est pas dire « c'est pas grave », ni faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas non plus tolérer l'intolérable. C'est choisir de ne pas réagir sous le coup de la tempête, mais d'agir avec clarté, même dans le chaos. C'est ça, la bienveillance. La bienveillance permet
de te redonner le pouvoir. Quand tu choisis de poser des questions plutôt que de hurler, tu reprends les rênes. Tu deviens celle qui mène l'échange, qui veut comprendre, pas celle qui subit ou mendie une vérité. Et ça change tout. Ne rentre pas dans le rôle de non, s'il te plaît, je t'en prie, ah non, reste avec moi. Non. Cette posture dans laquelle tu reprends le pouvoir, c'est comme passer du statut de figurante bouleversée à celui de réalisatrice du film. Quand tu entres dans la bienveillance, ça te permet d'entrer dans une ouverture. C'est comme si tu ouvres un espace de vérité. Accuser, menacer, soupçonner, ça ferme les portes. Et tu imagines bien que ton partenaire va se fermer, se protéger. Et parfois même, pour pas dire la plupart du temps mentir, parce qu'il veut se protéger. D'autant plus qu'il n'avait pas l'intention de te faire du mal. Il découvre que tu l'as découvert et que tu as mal. Qu'est-ce qu'il veut faire pour éviter que tu aies mal? Il va te mentir. Et la plupart du temps, on prend ça comme un facteur aggravant. Et en plus, il m'a menti. Bah oui, il t'a menti parce qu'il veut pas que tu aies mal. Il a pensé à lui. Mais alors ça veut dire qu'il est égoïste? Oui, il est égoïste. Et peut-être au même titre que toi qui as eu des attitudes qui font que vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Accuser, menacer, soupçonner, ça ferme les portes. Parce que ton partenaire, même s'il a quelque chose à dire, il va se braquer. Donc, au lieu d'accuser et soupçonner, tu peux dire « Je ne suis pas là pour t'enfoncer. Je suis là pour comprendre. » Et du coup, tu autorises un dialogue réel. Et ce qui est dit, même si ça fait mal, c'est toujours moins toxique que si c'est caché. Parce que je te rappelle que le mensonge vient s'ajouter pour éviter que tu aies mal. Pas pour te faire du mal. Troisième chose que la bienveillance peut apporter, c'est qu'elle éclaire ce qui est derrière la faute. Quand tu écoutes avec bienveillance, sans accusation, tu peux mettre la lumière. Une infidélité, même injuste, dit quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elle est excusable, mais elle est souvent révélatrice d'un manque, d'un déséquilibre, d'un besoin non exprimé. Et si tu arrives à entendre ce message, tu pourras décider de rester ou de partir avec les clés. Pas juste avec les blessures, mais avec les clés de ta vie. Je pense à Julie, 33 ans, qui a découvert des messages ambigus sur le téléphone de son compagnon. Elle a attendu qu'il rentre. Elle l'a confronté. Elle lui a hurlé dessus pendant 20 minutes en étant en larmes. Résultat, lui, il a nié en bloc. Il s'est renfermé comme une huître. Ils n'ont plus reparlé de ça pendant 2 mois. 2 mois de silence, de rancune, de regard évité. Quand elle va en coaching, la question a été « Tu voulais qu'il comprenne ou qu'il disparaisse ?» Elle a compris qu'elle avait besoin qu'il parle, mais elle avait tout fait pour qu'il se taise. Dans ces cas-là, la bienveillance, c'est dire « Je suis en colère, mais je veux savoir ce qui se passe vraiment. » C'est pas facile, mais c'est puissant. Je préfère que tu mettes la priorité sur ce qui est puissant. Crier, gueuler, pleurer, c'est pas puissant. Je préfère que tu adoptes une posture dans laquelle tu vas incarner ta personne. Tu vas jouer ta vie, ta réalité dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'amour. Si ton partenaire est parti avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il ne se sent pas aimé. Si tu lui gueules dessus et que tu le juges, tu lui valides que tu ne l'aimes pas. Adopter la bienveillance, c'est lui dire « Je t'aime !» Est-ce que tu n'avais pas vu que je t'aimais? Et d'ailleurs, je suis en train de te le montrer puisque je fais le choix de venir devant toi avec une posture de bienveillance au lieu de te juger, de te balancer et de te frapper dessus, de te cracher à la figure. La bienveillance ne se joue pas en mode zen forcé, genre namasté, tu as couché avec elle, je t'offre une tisane et on est copains. C'est une posture intérieure, c'est pas une façade. Ça peut se dire en larmes, avec la voix tremblante, mais ça reste une décision. Je veux comprendre avant de décider. Et parfois, ce que tu comprendras te conduira à partir. Mais tu partiras droite, alignée, sans avoir perdu ton énergie à détruire l'autre. Tu partiras lucide, pas en miettes. Il est aussi possible que ce que tu comprendras te conduise à rester. Et peut-être à rester dans de meilleures conditions. Peut-être à utiliser le phénomène « il m'a trompé » pour faire en sorte que ton couple devienne un autre couple. Un couple qui joue de nouvelles partitions avec une force considérable.
Parce que vous serez équipé d'un état d'esprit qui est avant tout un état d'esprit de battant que vous aurez réussi à construire. À construire pour votre bien. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. Si tu es concerné par cette situation de ton mec qui semble être intéressé par quelqu'un d'autre, ou qu'il est déjà dans une relation extra-conjugale, ou qu'il a été et que tu es encore dans l'amertume, pour t'inviter à t'installer dans la bienveillance, je voudrais que tu puisses le verbaliser, même si je ne t'entends pas te dire « je choisis la bienveillance ». Je veux choisir la bienveillance parce que je sais que je joue dans sur une partition qui permet de favoriser l'harmonie. Et j'ai conscience que si je joue la marâtre aigrie, je vais favoriser la disharmonie. Ça va sonner faux. Ça va créer une distance. Ça va abîmer mon partenaire, la relation et moi-même. Alors que dans la bienveillance, comme je l'ai dit, même si tu décides de partir, tu pourras partir droite, alignée, sans avoir perdu un bout de toi. Tu partiras dans la clarté, pas en miettes. La semaine prochaine, on s'arrête sur la suite dans laquelle on va travailler pour préparer l'entretien, le dialogue. Comment on va initier le dialogue pour que ce soit vraiment concret, pratique. Quelles sont les questions qu'on va poser pour ancrer cette bienveillance, la placer. Et puis, comment envisager la construction après cette conversation que tu auras avec ton partenaire, de manière à ce que tu saches comment reconstruire, comment vous reconstruire et envisager une perspective de relation bien plus saine. Évidemment, si tu connais quelqu'un qui est concerné par ce qu'on a abordé aujourd'hui, bien, tu lui envoies évidemment ce podcast pour qu'il puisse l'écouter. Et que cette femme qui est peut-être en détresse commence déjà à s'imprégner de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Évidemment, j'écoute aussi tes questions, tes remarques dans les commentaires de ce podcast. Tu peux me joindre, tu as tous les moyens de me joindre, même dans l'application podcast que tu utilises, pour que on puisse construire ensemble. Tu as bien compris que ma démarche est de faire en sorte que tu sois dans une dynamique de construction. Dans une dynamique de construction. C'est exactement ce que je fais avec le programme qui s'intitule « Sortir son couple de la crise ». Utiliser la crise dans une perspective de construction. Et dans la crise, il peut y avoir la relation extra-conjugale. Tu n'es pas tenu de faire en sorte qu'une relation extra-conjugale signe la fin de ta relation. C'est toi qui vas en décider. Et je voudrais qu'avant de prendre cette décision, si c'est ce qui te tente le plus, tu écoutes le podcast la semaine prochaine, et peut-être mieux encore, que tu réserves un call avec moi pour qu'on puisse en parler ensemble, avant ou même après avoir écouté le prochain podcast, dans lequel on va encore avancer de manière très constructive, comme on a commencé à le faire aujourd'hui, en considérant cette douleur si ton mec te trompe.